On ne manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine, avec le soutien de Hubing et VMI. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur génieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux. Et si, pour que nos bâtiments et leurs occupants soient en meilleure santé, la solution se trouvait sur le terrain? Installateurs et bureaux d'études devraient-ils monter en compétences pour devenir ces fameux ventilistes, des experts du flux d'air? Alors dans On manque pas d'air aujourd'hui, Génie Climatique Magazine s'intéresse à la formation de la profession. Et pour en parler avec nous, Pascal Housset, vice-président de l'UMGCCP, filiale du Génie Climatique de la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour Pascal. Bonjour Anne-Sophie. Et puis Célia Bouleya, fondatrice d'Oxivie, bureau d'études spécialisé dans la qualité de l'air intérieur et le bâtiment durable. Bonjour Célia. Bonjour. Pour commencer ce podcast, Pascal, on sait que la ventilation est une des priorités de l'UMGCCP. Où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté, dans la création de cette fameuse certification Quali-Ventil ? Alors, elle est prête. Ah, bonne nouvelle. Elle est prête. Les dépôts ont été faits. L'ensemble des... je dirais les audits, les grilles d'audit, les points de vérification ont été établis. Donc on va être opérationnel début 2021. Donc le label va pouvoir être proposé à l'ensemble des professionnels RGE qui souhaitent véritablement travailler sur le sujet important qu'est la ventilation et la qualité d'air intérieur. Donc pourront demander ce label. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Comment ça va fonctionner? Il y a combien de jours de formation pour avoir ce label? Alors en général, les formations RGE sont variables en fonction des typologies. Alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai plus en tête le temps de jours de formation. Je sais que de mémoire, il y a au moins 5 jours de prévu minimum, voire un peu plus en fonction de ce qui va être mis en place début janvier. Ce qui est certain, c'est qu'on a souhaité mettre de l'éco-conditionnalité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans le nouveau dispositif MaPrimeRénov', depuis le 5 octobre, enfin le 1er octobre, même avec une parution au 5 octobre 2020, des barèmes. Maintenant, nous avons la ventilation double flux qui était déjà l'année dernière intégrée, et nous avons aussi la ventilation simple flux. Donc, ce qui fait que ça va augmenter forcément le marché de la ventilation sur le terrain? Oui, tout à fait, parce qu'il y a un constat clair qui est fait par l'ensemble de la filière professionnelle liée à la ventilation. C'est qu'on a bien évidemment le marché du neuf qui est toujours concerné en termes de qualité de réalisation, mais en rénovation, il y a vraiment un potentiel énorme de remplacement d'appareils qui ne sont plus opérationnels et qui pose des vrais soucis de désordre à l'intérieur de l'habitat. Et je pense que Célia Oxivie pourra nous en dire plus de son expertise là-dessus. Mais il y a un vrai constat qui est fait, et donc il était important que l'on mette en place ce label, et puis la formation qui va avec. Mais alors, question peut-être un peu bête, est-ce que ce label va suffire pour professionnaliser les installateurs, pour qu'ils deviennent des ventilistes? Alors d'abord, je veux bien préciser une chose, on ne réinvente pas un métier qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on n'invente pas un métier de ventiliste. Il faut savoir que faire de la ventilation, être ventiliste, c'est un métier qui existe déjà depuis un demi-siècle. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'entreprise qui fait acte de mettre en œuvre de la ventilation le fasse de bonne manière. Ça peut être un plombier chauffagiste, ça peut être un électricien, ça peut être un plaquiste, puisque en fonction des typologies de marché, nous avons différents acteurs qui travaillent sur la mise en œuvre de systèmes de ventilation. Donc l'importance dans tout ça, c'est qu'à la finalité, l'installation soit faite de manière qualitative. Donc je tiens à préciser qu'on ne réinvente pas un métier. Ceci étant dit, nous avons le label RGE Quali-Ventil n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que pour être complet, il fallait également mettre en place des programmes de formation pour nos jeunes, nos alternants, puisqu'il y a un potentiel marché, donc il y a aussi du potentiel de recrutement, de création d'emplois au sein des entreprises. Et donc, il fallait former les jeunes correctement
à la fois sur la bonne mise en œuvre de systèmes de ventilation, et surtout le point qui était, à mon sens, le plus faible, c'est-à-dire il n'y avait pas suffisamment de compréhension de ce que c'est que la qualité d'air intérieur. Donc c'est quelque chose qui est très abstrait pour beaucoup de gens. Et pourtant, ça c'est important. Donc là, premier point, formation pour les jeunes. Ensuite, formation dans le cadre de la formation continue. C'est-à-dire que là, ce sont des salariés qui font déjà des travaux de mise en œuvre de ventilation sur les chantiers, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et là, on a mis en place des programmes de formation avec différents formats, du présentiel et des formats webinars. Donc, c'était important qu'on ait ces formats-là qui soient adaptés aux attentes des entreprises, avec des parcours qui soient adaptés et qui permet là aussi de monter en compétence les techniciens qui sont sur les chantiers. Cette méconnaissance de la qualité de l'air intérieur, de la ventilation, Célia, est-ce que vous le retrouvez aussi du côté des bureaux d'études ? Est-ce que finalement les ingénieurs thermiciens, il ne faudrait pas un petit peu revoir leur formation à eux aussi ? Si, tout à fait. Pour venir d'une école d'ingénieurs et pour travailler avec d'autres bureaux d'études et des architectes et d'autres corps de métier, il y a un déficit de connaissances dans la qualité d'air intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bureaux d'études vont être spécialisés dans une branche, par exemple dans la thermique. Donc c'est très bien, on va faire des calculs liés à la thermique, mais on ne va pas prendre en compte l'aspect sanitaire. On ne va pas savoir comment le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on va avoir par exemple l'acousticien, le thermicien. Et côté QAI, on n'a personne. Et l'objectif, ça serait vraiment d'avoir quelque chose d'assez homogène, de construire vraiment un bâtiment qui puisse être conçu dans sa globalité et non pas sur des points spécifiques. Et c'est pareil, j'ai été confrontée. J'ai rencontré des architectes qui me disaient qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là et qu'ils la recherchaient. D'accord, donc ils commencent à s'y intéresser. Oui, ça tout à fait. n'est plus une aberration de parler QA, heureusement. Non, heureusement. du tout. Vous me parliez, Pascal, avant qu'on allume les micros, de la création d'une association, justement, autour de la ventilation. Est-ce que ça veut dire que les choses changent ? Vous prenez en main Oui. Si ça fait un petit moment déjà que c'est le cas. Mais... Oui, tout à fait. Alors ça a pris un petit peu de retard de par la période qu'on connaît tous actuellement, mais il y avait une vraie volonté, d'ailleurs avant Covid, puisque c'est une idée qui a émergé dès début 2019, pour tout dire. Il y a eu un constat fort qui a été fait des pouvoirs publics, c'est qu'on avait des taux d'anomalie sur les réalisations de systèmes de ventilation qui étaient au-delà de 50%. Donc, il fallait absolument que la profession réagisse. C'est ce que nous avons fait. Nous avons souhaité prendre exemple sur le parallèle que je fais souvent du gaz. Aujourd'hui, les installations gaz qui sont gérées avec l'association Habitat Plus et PG permet d'avoir un niveau de satisfaction correct au niveau de la qualité des installations, puisqu'on est à moins de 2% d'anomalies au niveau national. Donc, il fallait prendre exemple sur un modèle que connaît bien la profession, que connaît bien le monde du bâtiment, et avec un cadre d'accompagnement, de contrôle, d'audit qui soit de même niveau. Parce que le sujet, il est très important. C'est un problème de santé publique. Il l'était déjà avant Covid. Mais il est encore moins plus visible. On en est toujours là. C'est moins visible d'estimer la pollution de l'air intérieur, alors qu'un souci de gaz, on sait tous que c'est un petit peu dérangeant quand même. Oui, mais on est quand même... Alors, quand on dit ça se voit pas, si ça se voit, et Célia pourra l'attester, des audits qu'elle fait, ou tout du moins des visites les consultations qu'elle peut avoir en tant que bureau d'études, c'est qu'il y a des pathologies qui sont terribles, des dégradations dans les bâtiments, et ça engendre des problèmes de santé qui sont graves, des pathologies qui sont graves. Donc, c'est des pathologies sur le bâtiment, mais sur la santé. Il fallait absolument revoir ça de fond en comble. Donc cette association a un rôle ambitieux, c'est-à-dire qu'on a embarqué les 3 OP principales autour de ces métiers, puisqu'il y a la FFB, la CAPEB et le SINASAV qui font front commun et à la tête de cette association, vraiment avec une vraie volonté nationale
Nous avons embarqué également avec nous Uniclimat, donc les industriels, la FNAS, si vous voulez, l'ensemble des acteurs. Je suis désolé si j'en oublie un ou deux. En fait, on est 7 acteurs autour de la table pour démarrer cette association qui va être opérationnelle en même temps que l'arrivée du label RGE, puisque c'est début janvier qu'est prévu le lancement. Donc on pourra, là on est en mode teasing pour l'instant, mais on pourra vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'en tout cas, on a cette volonté que la filière s'organise autour des métiers de la ventilation et de la qualité d'air intérieur. Et l'objectif, c'est véritablement d'avoir des installations de qualité. Et quel va être votre rôle ? Comment vous allez fonctionner au sein de cette association ? Alors l'association va travailler donc avec l'ensemble des professionnels pour la mise en place des formations, des informations dont j'ai parlé précédemment. Va aussi être en lien direct avec, je dirais, les pouvoirs publics, puisque nous sommes très suivis, bien évidemment, par le gouvernement sur ces dispositions, puisque il y a eu un constat aussi qui a été fait il y a quelques temps. De leur côté. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, on les tient informés de ces avancées. C'était très suivi par un groupe parlementaire qui est mené par Jean-Luc Fugier, donc député que vous avez reçu précédemment dans vos locaux. Et donc voilà, on est véritablement donc en avance, en train d'avancer sur ce sujet-là, et ça prend forme très vite maintenant. Voilà. Célia, quand vous entendez ce genre d'initiative, ça vous rassure ? Ça vous, voilà, qu'est-ce que ça vous procure ? Je suis très contente parce qu'on voit vraiment que la profession s'interroge déjà sur ses manières de faire aujourd'hui et qu'elle a envie d'avancer vers quelque chose de plus positif et de plus global. Là, on va parler de la qualité d'air intérieur. Peut-être que demain, ça sera des aspects environnementaux plus poussés. Et c'est important d'avancer en ce sens au vu des enjeux auxquels nos sociétés font face. Enfin, oui. Oui, et techniquement, est-ce que un cahier des charges, un CCTP type ventilation, ça pourrait aider aussi pour vous, bureau d'études, dans le développement de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur ? Oui, très largement, c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour discuter. Parce que c'est difficile aujourd'hui de discuter avec les acteurs s'il n'y a pas la réglementation avec nous, s'il n'y a pas la sensibilisation non plus des personnes. C'est très compliqué de faire entendre, que ça soit aux clients, des particuliers, des sociétés, des concepteurs, des promoteurs, peu importe, de dire aujourd'hui on a un problème de pollution, de qualité d'air intérieur et ça tue beaucoup de monde. Donc il faut qu'on bouge. Et c'est par le bâtiment aussi qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Donc il faut qu'on ait quelque chose de commun pour pouvoir discuter. Et si tout le monde fait entre guillemets, sa popote dans son coin, on va pas s'en sortir. J'ai l'impression qu'il y a un manque de sensibilisation, que ce soit du grand public ou peut-être même encore des professionnels, non ? Alors, pour rebondir dans ce que dit Célia, c'est qu'aujourd'hui, on a trop l'habitude en France de cloisonner les sujets. Les thématiques. Nous, à l'UMJCP, on a véritablement souhaité faire un travail collaboratif avec les bureaux d'études qui ont une vraie expertise sur la ventilation et la qualité d'air intérieur. Oui, parce que vous connaissiez un petit peu avant notre rendez-vous d'aujourd'hui. Oui, mais alors, et à juste titre, c'est-à-dire que les bonnes questions, c'était de se dire, nous, on travaille sur la qualité de mise en œuvre, la meilleure compréhension, mais pour qu'il y ait une meilleure compréhension, il faut s'adresser à des spécialistes. Donc qui d'autres que des personnes qui sont vraiment des spécialistes avec une vraie expertise terrain et aussi sur la réglementation, où on peut faire effectivement la mise en lumière et de trouver les meilleures options pour communiquer de manière simple aux entreprises sur la compréhension de la qualité d'air intérieur, parce que pour bien mettre en œuvre les réalisations de ventilation, il faut comprendre l'objectif final, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. Après, nous allons travailler fortement aussi sur la finalité des travaux, c'est-à-dire les essais, les contrôles qui seront faits en fin de travaux. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler justement avec les bureaux d'études spécialisés,
parce que on parlait de ces CTP tout à l'heure. Bien souvent, les CTP, notamment dans le neuf ou sur les grosses réhabilitations, ils existent. Si ce n'est que malheureusement, la ventilation est souvent le parent pauvre ou le curseur budgétaire d'une opération. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des installations parfois pas toujours avec des produits adaptés. Il y a des problèmes de conception. Alors, dans le neuf, on espère qu'avec le BIM, on arrivera à moins avoir d'écueils où des fois on a des surprises sur des dimensionnements de gaines et autres parce qu'il y a des poutres, parce qu'il y a des rails électriques, etc. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à travailler à tous ces niveaux-là. Donc, c'est pour ça que cette association où il y a l'ensemble des acteurs de la filière et puis une relation de travail avec les bureaux d'études, et j'ai envie de dire avec aussi les architectes qui auront la volonté de travailler avec nous sur ces sujets, nous permettront d'avoir de meilleures réalisations. Nous travaillons également donc, avec le CINASAF sur la partie maintenance, parce que le nombre d'installations de ventilation qui ne sont pas entretenues, bien sûr. Quand on voit l'état de systèmes de ventilation parfois, et même dans des locaux recevant du public, j'avoue que parfois ça fait peur. Oui, peut-être qu'un jour on aura, à l'instar de la pompe à chaleur, un entretien obligatoire des systèmes de ventilation dans le résidentiel. Ça pourrait peut-être faire grimper un peu le marché. Alors, je pense que ça ira par étapes. Il y a des typologies et là je parle sous contrôle de Célia, mais je pense qu'il y a des bâtiments, tout ce qui est ERP, tout ce qui est locaux, recevant des jeunes enfants, etc., où là c'est prioritaire, mais ça commence déjà à être mis en place de plus en plus, notamment les grandes agglomérations. Donc ça progresse aussi, il y a une volonté aussi à ce niveau-là. Et puis, les choses évolueront. Mais il est bien évident qu'une maintenance suivie des systèmes de ventilation permet effectivement de s'assurer du bon fonctionnement. Et puis, plus que jamais, dans la période qu'on connaît, de la propreté aussi des systèmes de ventilation. Voilà, donc ça évolue. Vous disiez, Pascal, que c'est souvent le parent pauvre, un peu la ligne oubliée. Est-ce que c'est pas aussi un peu trop compliqué ? Est-ce que les outils mis à disposition pour la simulation, le dimensionnement de la ventilation, ils sont adaptés, ils sont faciles d'accès ? Peut-être Célia, quand vous faites du BIM, quand vous faites de la synthèse, comment ça se passe ? Je vais en revenir encore une fois à la formation et à l'homogénéisation des pratiques. Aujourd'hui, on a des logiciels pour traiter des points spécifiques. Donc, si on va traiter la ventilation, on va avoir peut-être quelques aspects en plus, mais ça sera un point du bâtiment. La thermique, c'est pareil. La QAI, c'est pareil. L'acoustique, c'est pareil. Et donc, les logiciels ne sont pas adaptés au sens à l'évolution de la réglementation. Demain, D'accord. on va nous parler de la RE 2020. Si on nous met des points QAI dedans, les outils ne sont pas prêts. D'accord. Et les bureaux d'études non plus. Oui, donc il faut peut-être aussi revoir un petit peu les outils qui sont mis à disposition. Oui, il faut qu'ils évoluent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la RT 2012, demain, ça sera la RE 2020. Et quand on va faire nos calculs, ça va être compliqué d'intégrer les notions QAI aux outils thermiques. Aujourd'hui, c'est vraiment deux outils qui sont entièrement séparés et qui ne sont pas intégrés à un projet commun. Quand on va traiter la QAI et qu'on va avoir nos courbes de simulation, par exemple du CO2, du formaldéhyde, etc., on n'a aucune notion de thermique. Donc là, il va falloir qu'on croise vraiment les deux domaines. Et tous les domaines, en fait. Je parle des deux, mais de tous les domaines. Ouais. Pascal Housset, comment on peut réussir à motiver les professionnels à s'engager dans la voie de ventiliste quand le marché est encore en développement, il faut le dire. Il n'y a pas peut-être suffisamment d'intérêt pour eux d'y aller. Alors, il est clair qu'il faut qu'on revalorise les travaux autour de la ventilation et de la qualité d'air intérieur. Il y a déjà une prise de conscience qui a été faite aujourd'hui par les consommateurs, par le grand public. Tout à chacun est conscient que la qualité d'air intérieur dans son habitat, dans son lieu de travail, est importante. Donc, cette prise de conscience, elle a été faite pendant cette période de confinement, puisque les gens ont été amenés à travailler souvent chez eux en télétravail.
ont été obligés de rester toute la famille dans la maison. Et là, je peux vous assurer que quand vous avez une famille parfois de 4, 5, 6 personnes qui habitent dans le même logement, et si la ventilation est de mauvaise qualité, ça se voit très vite. Et ça crée très vite des soucis. C'est pas uniquement. On a vu qu'il y avait des clusters familiaux qui se créaient à cause de ça. Alors complètement. Et puis les gens, quand ils sont dans un environnement qui est mal ventilé, ça amène aussi indirectement, mais du stress. Voilà. Donc il est clair déjà que l'approche du grand public est différente. On le voit lorsque nos entreprises discutent avec leurs clients. Ils sont déjà plus ouverts, ou parfois c'est même eux qui posent la question de dire est-ce que vous pourriez contrôler ma ventilation, ou est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'il y a des choses à faire. Donc on voit déjà qu'il y a cette prise de conscience qui prend du sens. Ensuite, les professionnels, eux, le but c'est de travailler, c'est d'avoir de l'activité, développer leur activité, et je pense qu'on peut faire de belles choses, c'est-à-dire que c'est du travail qui peut être fait rapidement, mis en œuvre rapidement, qui peut être aussi générateur d'emplois suite aux formations. Ça peut être du recrutement, ça peut être un moyen de développer leur entreprise. Les industriels, eux aussi, on n'en a pas encore parlé, mais les industriels ont cette volonté de développer des nouveaux produits avec des systèmes connectés, avec des moyens de pouvoir mesurer de manière quasi permanente la qualité d'air. Et souvent, d'ailleurs, ils forment les installateurs qui vont poser leurs produits. Voilà, tout à fait. Alors, il faut qu'il y ait ce circuit-là, mais on a besoin aussi d'avoir des circuits de formation tels qu'on le fait, par exemple, avec le caustique, qui sont des circuits neutres, où il n'y a pas, un engagement uniquement produit. Alors, c'est bien l'avoir aussi. Il faut avoir ces multi-supports, j'ai envie de dire, mais il faut aussi avoir des formations bien ciblées. Et puis, un travail de collaboration avec les bureaux d'études. J'insiste là-dessus parce que c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à réussir. Il ne faut pas qu'on cloisonne nos démarches, mais encore une fois, qu'on travaille main dans la main sur ce sujet-là. Alors, main dans la main pour en ce moment, mais en tout cas côte à côte. Gant dans le gant. Côte à côte, pour faire avancer effectivement la qualité d'air intérieur. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas, qui est là. C'est un sujet, dès qu'on l'aborde, on sent une vraie motivation. Donc voilà, donc ça va commencer certainement avec des entreprises qui sont déjà inscrites dans cette démarche. Telles que vous, typiquement. Voilà. Que ce soit Auxivy, que ce soit Realiterm ou l'UMGCP à sa globalité. Il faut des locomotives. Ouais. Et puis après, on va avoir une mouvance. On est vraiment dans une mouvance vers la qualité d'air intérieur. Donc voilà, il faut aller dans cet élan. Je pense qu'il est lancé. La machine est lancée. Il y a l'envie, il y a une vraie appétence pour avancer en ce sens. Et maintenant, le tout, c'est d'aller vers la réussite de cet objectif qui est ambitieux. Eh ben merci beaucoup Pascal, je pense que c'était le mot de la fin. Merci à tous les deux. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de Ventilation Day en podcast et dans le numéro de novembre de Génie Climatique Magazine. Merci. Merci. Vous venez d'écouter On ne manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine, avec le soutien de Ubing et VMI. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur LinkedIn, Twitter, Facebook et son site génieclimatique.fr.